Je vous souhaite la bienvenue à Zone Culture. Mon nom est Marie-André Leblond et ce soir, je vous amène dans un périple culinaire, agro-touristique, agroalimentaire, parce qu'au Québec et à l'automne, ce qui est culturel, c'est la pomme. Un incontournable année après année. Alors, on est au verger Pierre Tremblay et Fils, une histoire d'amour qui s'étend sur plusieurs générations avec la pomme. En deuxième partie d'émission, on se rend dans une ferme de Chambly qui a de tout, mais vraiment tout. Suivez-moi, c'est là que ça se passe. Luc Tremblay, merci de nous recevoir dans votre petit coin de paradis ici à Mont-Saint-Grégoire. Bien, bienvenue, ça nous fait plaisir. C'est ça, nous autres, on est une entreprise pommicole et fruitière. On fait les productions de fraises, framboises, bleuets, pommes, poires, prunes, citrouilles. Qu'est-ce que vous avez pas? Ça va plus vite si on dit. On fait de la transformation et la mise en marché de tous nos produits durant l'année longue. L'histoire d'amour avec la pomme, vous n'êtes pas le premier dans votre famille à l'avoir. Vous êtes 4 générations à avoir cette passion-là. Bien, ça a commencé dans les années 45 avec mon grand-père. Mon père l'a racheté dans les années 70. Moi, je me suis introduit dans l'entreprise en 90, puis mon frère en 2008. Puis, bien, depuis 2 ans, il y a la 4e génération qui est arrivée, Antoine, qui développe le volet cidricole. Donc ça, c'est nouveau, ça fait 2 ans. C'est arrivé en même temps que lui. C'est nouveau, c'est arrivé en même temps qu'Antoine. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier là, de regarder ça, de savoir que justement votre neveu est impliqué, qu'il y a d'autres gens aussi qui ont envie de s'impliquer dans votre famille? La relève, c'est une richesse quand on a de la relève. Il y a bien des entreprises agricoles qui n'en ont pas, puis que malheureusement, c'est vendu à des étrangers. Puis nous autres, on est bien contents d'avoir de la relève. Ouais. Votre grand-père serait fier? Oui, hein? il serait bien fier de ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens viennent ici? Vous me disiez un peu plus tôt que vous êtes très impliqué dans l'agrotourisme, vous voulez attirer les familles. Mais comment on s'y prend? Ça fait longtemps qu'on développe la mise en marché. Mon grand-père avait commencé avec une petite table sur le bord de la route à l'époque. Puis bien, par la suite, on a développé les kiosques, puis notre mise en marché. C'est ça qui fait qu'on est reconnu aussi dans la région depuis une longue période. Ce volet-là, l'agrotourisme, c'est le volet le plus important de notre ferme ici. La saison est bien entamée ici. Êtes-vous content des récoltes présentement? Cette année, on a une très grosse récolte de pommes, une belle abondante, une belle qualité. On est content de cette récolte-là. Il y a les poires, il y a aussi dans tous les fruits, cette année, ça a été une bonne production. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est à l'année longue ici. Le produit, on le prend, on le cueille, mais vous allez jusqu'à la mise en marché. Et tout entre ça, c'est vous qui faites ça. On a des neveux et des nièces qui travaillent avec nous aussi. Puis on a chacun un peu nos domaines au travers de tout ça. Puis ma sœur Caroline, c'est la cuisine. C'est de ma mère qui a développé toutes les recettes. C'est de Carmel. De Carmel, ça vient. Vous avez grandi ici. Vous avez vu évoluer, grandir. Là, vous êtes rendu à 30 000 pommiers? Oui, 30 000 pommiers. C'est quelque chose. On a 2 hectares de fraises, toujours en production, puis une en implantation. On a 1 hectare de framboises, 1 hectare de bleuets, puis 200 poiriers. Ça, les poiriers, ça, c'est une belle attrait aussi de notre ferme. Oui, parce que c'est pas tous les vergers qui en ont. Non. Qu'est-ce qui a changé le plus depuis que vous êtes dans la business? La mise en marché, on développe toujours ce volet-là. Puis l'agrotourisme, on a commencé, comme je disais, sur une table au coin sur le bord du chemin. Puis la transformation aussi, ça a changé beaucoup. De là, on est rendu à faire la production de cidre aussi. Puis, fait qu'on a une gamme de produits. On peut venir cueillir toutes sortes de fruits, des pommes, mais il y a aussi un volet pour les jeunes, des modules, puis des animaux. On a des petites chèvres, on a des moutons, quelques veaux, des oiseaux aussi, des poules, des canards, des faisans, des paons. On a tout ça, oui. Vous avez parlé de l'importance de la relève.
quand votre neveu est arrivé avec l'idée d'instaurer le cidre ici, Oui. c'est quand même un saut dans le vide pour vous. C'est complètement nouveau. Ah, mais mais- vous lui avez fait confiance. C'est lui, c'est son volet, c'est le volet à Antoine, c'est lui qui s'occupe de ça. Moi, quand il est arrivé, mon oncle, on fait du cidre, j'ai dit, tu vas y aller, ça va être ton volet. Antoine, salut. Salut. Toi, t'es la relève. Ouais, C'est toi le neveu. ouais, Ça fait 2 ans que tu t'impliques. Comment ça se passe? ouais. Ben, ça se passe très bien. Mon père puis mon oncle qui me laissent la place puis qui me laissent quand même beaucoup aller de l'avant dans mes projets. Là, donc, je dirais que ça se passe assez bien. Là. C'est toi qui as amené l'idée d'avoir du cidre qui est fait sur Ouais. place. Ça Ouais. vient d'où, cette idée-là? J'ai étudié en agroécologie à la base, puis je me posais beaucoup de questions sur comment faire pour, dans le fond, améliorer nos pratiques. Puis, tu sais, un des problèmes qu'on rencontre quand on veut faire du biologique puis ce genre de pratique-là, c'est que des fois, il va y avoir une certaine partie de la récolte qui va être très comestible, mais légèrement endommagée au niveau esthétique, donc qui ne trouve pas un bon marché. Fait qu'une bonne façon de revaloriser ces pommes-là, dans le fond, c'est de les transformer. Une voie de transformation qu'on trouvait intéressante puis qu'on n'avait pas encore dans tout notre arsenal, c'était la production de cidre. Est-ce que les gens sont au rendez-vous? Les 2 premières années, j'ai fait des cidres nature. Donc, disons, c'est des cidres plus nichés que peut-être que les gens, de façon générale, vont avoir l'habitude de boire. C'est un goût qui peut se développer. Exactement, exactement. Surtout les cidres nature qui sont plus secs, qui sont C'est plus ça, sur c'est les quoi la acidités. différence? On dirait que... Bien, la différence, c'est que les cidres nature, c'est des cidres qui sont fermentés sans ajout de levure, puis sans ajout de sucre, puis ils sont non filtrés. Puis on essaye le plus possible aussi de ne pas ajouter des produits œnologiques comme les sulfites, principalement. Puis ce que ça fait en sorte, c'est que c'est plus difficile de calmer les fermentations. Donc, c'est plus difficile d'avoir des cidres qui vont être très, très sucrés ou très sur le côté, très tarte aux pommes, que moi je dis. On met vraiment l'acidité de l'avant dans ces cidres-là. Quand on regarde notre nourriture traditionnelle, c'est une nourriture qui est riche. Rien de mieux qu'un breuvage acidulé pour venir balancer le tout. Un peu cassé, Donc, là, le... casser le gras. Et oui, exactement. Le cidre avec la poutine, mais un cidre sec avec une poutine, il n'y a rien de mieux. On va à la cabane à sucre avec un cidre bien sec. C'est super bon. C'est sûr que ces repas-là riches, si on prend n'importe quel alcool, pas nécessairement le cidre, mais on prend quelque chose qui est très sucré, avec peu d'acidité, bien, ça peut alourdir même, puis On ça dirait peut que un j'ai de la peu tomber misère à sur le cœur. digérer, juste C'est ça, ça tombe sur le cœur. Tu sais, la penser, cabane ouais. à sucre, tu as déjà du sirop d'érable partout, c'est déjà sucré. Tu n'as peut-être pas envie de rajouter une couche de sucre par-dessus. Tu as fait des études là-dedans, mais c'était pas Ouais. initialement nécessairement dans l'idée de t'impliquer dans la business familiale. Non. Comment c'est arrivé? J'ai étudié en agriculture, j'ai toujours eu un intérêt. Je me cherchais un projet agricole, puis je me suis beaucoup promené un peu à gauche, à droite. Au final, ben, tu sais, j'ai mon père et mon oncle qui m'ont offert l'opportunité. Eux, ils cherchaient de la relève, puis tu sais, à un moment donné, moi, je suis en agriculture, je suis dans le domaine, je cherche à reprendre une entreprise agricole. Eux, ils recherchent la relève. J'étais un peu allé de mon chemin, mais je me suis dit, ça tombe sous le sens, tu sais, Puis collaborer de si près avec eux, avec ton grand-père qu'on a vu sur son Ouais, petit tracteur ouais, ouais. tantôt. Qu'est-ce que ça fait, ça, de ton quotidien? Bien, tu sais, je pense que ça permet d'être proche de sa famille, là, ce qui, quand même, tu sais, professionnellement, peu de gens ont la chance de faire. Puis c'est de quoi que, tu sais, que je chéris, là, de travailler avec ma famille. Tu sais, c'est sûr que ça comporte son lot de défis, mais de pouvoir passer du temps avec eux, tu sais. Pendant la COVID, on a vu plein de personnes âgées abandonnées dans des CHSLD, mais moi, je verrai jamais mon grand-père ou ma grand-mère là. Tu sais, ils sont avec nous, puis on peut vieillir avec eux. C'est quand même un privilège qu'on a de pouvoir faire ça, là. Est-ce que tu as une sorte de pomme favorite? Vraiment, disons, fan de la nouvelle génération, fait que ce qui est Honeycrisp, Ambrosia, les nouvelles pommes qui sont douces, qui sont sucrées, vont vraiment me plaire. Sinon, la Empire, elle reste toujours bonne pour les collations et croquante. T'es comme jamais déçu. J'ai les pommes à cidre. Là, c'est Maréchal Fréquin Rouge, mais c'est ça. Vous les trouverez pas. Ils sont à peine Est-ce que vous en plantés. avez ici? On en a planté cette année, c'est ça. Puis c'est des variétés qui commencent à être plantées plus, justement, pour la fabrication de cidre. C'est un travail à l'année, hein, pour vous, parce que justement, le fait que c'est ouvert 360 jours par année, le kiosque à l'avant, que vous Yes. faites la transformation des Exactement. produits,
est-ce qu'il y a de la place pour innover encore ici? Quand on commence à aller dans le domaine des alcools, là, les potentiels sont pleins. Puis même au niveau agro-touristique, on peut toujours s'améliorer. Tu sais, les recettes de tarte, on les conserve le plus possible dans leur tradition puis leur authenticité que ma grand-mère les a élaborées. Mais on peut toujours, tu sais, peut-être créer une variante, voir comment les gens répondent à cette variante-là. Pour l'alcool, le cidre, on a comme dans les bacs, on a comme projet peut-être d'aller chercher un permis de distillation puis alambic puis aller vers les alcools forts. Même si on entend dans les médias qu'apparemment le marché est saturé, je pense que pour les produits artisans, c'est peut-être différent des autres distilleries parce que nous, c'est vraiment de A à Z notre matière première qu'on transformerait encore une fois. Une slush au melon avec du cidre. Cheers. Ça sent frais? Oh, c'est dangereux. C'est dangereux. Délicieux. Ils sont quand même pas très, très hauts. C'est-tu une variété en particulier? Bien, ici, on est dans la variété d'Empire. C'est des pommiers sur le porte-greffe M26, c'est-à-dire un pommier nain. Lui, présentement, il est à sa grosseur maximum. Là. Si on veut choisir là, la pomme parfaite, là, c'est quoi vos astuces? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Oh, moi, j'aime bien la couleur. une belle pomme rouge comme celle-là ici est bien attrayante. Une belle Empire. La façon de l'accueillir, vous l'avez vu faire en tournant par-dessus. Oui. Puis ça, ben c'est un gage de bon goût. Je suis comme vendue, là. On va goûter à ça. Ça, c'est la technique, hein? Je oui. sais pas. On va toujours la frotter. Toujours la frotter. Oui. C'est parti. Mais Ah ouais. le semblant de poudre qu'il y a comme dessus, c'est une protection naturelle que le fruit a. Est-ce que vous avez d'autres projets? Oui, il y en a toujours. Il y en a toujours des projets. À tous les ans, on améliore des choses. Oui. Quand vous avez commencé, là, quand vous étiez haut comme 3 pommes, Ouais. pour pas faire de jeu de mots, Ouais. pensiez-vous un jour avoir ça à cœur autant qu'aujourd'hui? Quand j'étais aux études, mon père me laissait un coin de terrain pour développer, faire de la culture de fraises. Fait que c'est de là que la fraise a commencé. Puis c'est de là que le goût de l'agriculture m'a pogné, moi, là. Puis ça se développe tout le temps. Ouais. Puis il est encore actif ici, là, Mon au père verger. est encore actif, il fait sa tournée, mais moi, puis il vient nous donner son avis, puis on en tient compte. Mais il vous fait confiance. Puis je Oui. pense qu'une passion comme ça, il Ça se ne laisse pourrait pas arrêter non, de venir. Non, il est toujours là, puis il adore encore ça. C'est une belle histoire de famille. Oui, oui, oui. Sébastien, merci de nous recevoir. Merci d'être là, merci beaucoup. Magnifique ferme, magnifique lieu. Là, on se trouve dans un endroit qui a été inauguré il y a à peu près 2 ans de ça. Oui, c'est notre deuxième saison. Effectivement, c'est un air spécial juste pour les oiseaux de proie. Une nouvelle activité. On cherchait une autre activité. Ça faisait quand même une dizaine d'années qu'on avait la papillonnerie, qu'on avait la ferme éducative. Puis les gens nous demandaient, bien, avez-vous quelque chose de différent? Alors, on avait quelque chose de complètement différent, les oiseaux de proie, pour plusieurs raisons. On doit s'adapter quand même. Je veux dire, qui ne veut pas va avoir des oiseaux de proie comme ça dans leur cour arrière, là? Comment on se prépare à les recevoir? Bien, en fait, j'ai été très chanceux parce que quand on cherchait cette activité-là, cette nouvelle activité, j'ai rencontré Joanie, l'amoureux, qui a un amour, une passion pour les oiseaux de proie. Puis ça n'a pas été long à me convaincre. Je connaissais pas ça. C'est un domaine qu'on connaît pas. Évidemment, on les voit pas de façon quotidienne dans la vie de tous les jours. Et à me partager cette passion-là, c'est grandiose. Je veux dire, on se sent tout petit par rapport à tout ce qu'ils font, c'est sûr. Puis justement, moi, vous l'avez vu là tantôt, mon sourire là, quand j'ai eu la chance de vivre l'expérience. Oui. Et ça, ben c'est à chaque semaine, c'est à chaque jour. C'est à chaque semaine durant la saison estivale. Évidemment, à l'automne, c'est plus les fins de semaine qu'on les présente à 11h et à 1h. Mais ils sont là avec nous tout le temps. Alors Maude, merci de nous recevoir aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Je pense que tu as comme la job de rêve. Quand même pas pire. C'est quand même le fun de les avoir proches comme ça, nos petits oiseaux. C'est un contact qui est vraiment privilégié. C'est comment au quotidien? Est-ce qu'ils ont tous et chacune des caractères différents? Ah, certainement. On Ah en a qui sont super gentils comme lui, on serait capable de les coller, leur donner des becs quasiment. Puis il y en a d'autres qui ont une petite distance, un petit peu plus de caractère, mais on les aime quand même. Ça fait leur charme. Là. C'est quand même un volet qui est très important ici à la ferme, le volet éducation, le volet pédagogique. Qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans?
En fait, j'aime ça jaser aux gens. J'aime ça apprendre aux gens, aux jeunes aussi. On a beaucoup de classes qui viennent nous visiter. Puis, moi, j'étudie aussi en écologie, donc j'aime ça démontrer aussi cet aspect un peu scientifique-là dans l'agriculture, sur la ferme, sur les oiseaux, entre autres, leur rôle qu'ils ont ici aussi, là. C'est le fun de pouvoir voir aussi les sourires des jeunes enfants puis des gens qui repartent aussi à la fin de la journée, puis de voir qu'ils sont contents, puis d'avoir eu ce contact-là, puis qu'ils sont contents d'être venus, puis... Les gens viennent, vont avoir ce lien-là avec les animaux, mais ils posent sûrement beaucoup de questions aussi. Oui. C'est le fun, ça, de voir que les gens sont vraiment intéressés, puis pas juste vivre l'expérience. Ils veulent en savoir plus. Certainement. Puis on a des présentations tous les jours à 11h et 13h pendant les ouvertures. Puis les gens, ils viennent nous voir puis ils nous posent beaucoup de questions. C'est le temps aussi d'en apprendre plus, entre autres, sur nos oiseaux de proie. Donc ici, on a Dargo, qui est une buse de Harris, qui vient du Mexique. Puis les gens ont l'occasion de le prendre souvent aussi au gant. Ils sont super intéressés de connaître aussi son habitat, son mode de vie, qui est quand même différent d'un oiseau de proie à l'autre. C'est quand même récent, ce volet-là, ici. Pour les oiseaux de proie, ça fait 2 ans? Environ, ça fait 2 étés qu'on a les oiseaux, là. Ça va faire 2 saisons. Puis, est-ce que tu étais familière avec ce type d'animaux-là ou tu as dû en apprendre beaucoup, justement, pour pallier à ce nouveau projet? J'en ai appris beaucoup, effectivement. Moi, ça fait 4 ans que je travaille ici, donc 2 ans avec les oiseaux. Puis, j'ai eu le temps d'en apprendre énormément, entre autres, juste de se tenir avec eux, de pouvoir interagir avec eux. C'est complètement différent qu'avec la vache moulante ou les chèvres dans la ferme, ou encore une poule. C'est vraiment pas le même type d'oiseau qu'on a. C'est pas le même type de dangerosité non plus, mais ils sont super fins ici. On est vraiment chanceux. Ils font même, tu me disais, des vols. Ils vont voler, vous allez les laisser partir. Tranquillement, pas vite, on intègre le vol quand on est capable de certains oiseaux. Ça va dépendre de la météo, ça va dépendre des conditions aussi. Comme aujourd'hui, c'est trop venteux. Aujourd'hui, c'est trop venteux, malheureusement, mais dans des bonnes journées, avec les entraîneurs, on est capable de les faire voler là, dans les bonnes conditions. Fait que si, par exemple, j'ai envie de prendre ce bel oiseau, comment ça fonctionne, là? Qu'est-ce que tu expliques aux gens quand tu fais une présentation? Donc, en fait, on fait la présentation, puis à la fin, pour prendre l'oiseau, en fait, on propose un don de 5 $. On demande le don de 5 $ à l'UCROP, qui est un organisme, dans le fond, de réhabilitation d'oiseaux de proie au Québec. Donc, ils font des soins vétérinaires pour les oiseaux pour les ramener en nature. On propose de prendre Dargo comme ça ici au gant, comme on le fait. Pour ce faire, en fait, on demande de tenir un bras droit et dur comme si c'était une branche. Puis après ça, on vient mettre l'oiseau directement sur le crâne. Il y a un petit peu de vent quand même. Oui, c'est ça. Et voilà. Et voilà. Un beau petit garçon. C'est vraiment impressionnant. Salut. C'est très rare, Oui. dans une vie, qu'on peut faire ça. Pour 5 $ puis pour une bonne cause quand même, c'est le fun de pouvoir le faire. Exactement. On fait une différence. Oui. Merci beaucoup pour Ça ton fait temps. plaisir. Quelle belle rencontre. J'ai un coup de foudre. Je pense que je reparte avec. Vous générez des sourires à longueur de journée. Je pense, après réflexion, que c'est probablement ça notre mission. Parce que au début, on n'était qu'un centre jardin. Et avec le nom ferme, on a développé d'autres choses. On a développé, évidemment, la ferme éducative, parce que les gens nous demandaient, bien, vous êtes une ferme, c'est beau vos arbres et vos plantes, mais sont où vos vaches, sont vos poules, sont vos cochons? Et c'est comme ça qu'on a développé la partie agro-touristique, avec aussi beaucoup l'aspect éducatif. Et on a à peu près, cette année, on va recevoir 150 groupes scolaires qui viennent, oui, d'âge élémentaire, qui viennent apprendre comment on fait le lait, comment on fait le miel, donc tous des ateliers qu'on donne. Et les oiseaux de proie, ben ça vient ficeler un peu tout. Oui. C'est quand même une grande mission de partager tout ce savoir-là, aussi d'intéresser les gens, de le faire d'une façon qui est lucrative, mais en même temps informative. Comment vous préparez vos employés à ça? On est chanceux parce qu'on a une belle équipe. Évidemment, c'est beaucoup de choses à faire. Donc, on a la partie alimentaire. Donc, on a un boucher, on a une fromager, on a un boulanger. Toute la partie du centre jardin aussi, c'est d'autres connaissances. Évidemment, l'été, là, quand c'est le mois de mai, les serres, ça regorge de fleurs. C'est magnifique. L'équipe, nouveau la ferme pédagogique, c'est vraiment nouveau de l'animation. On est vraiment en contact. Et le marché alimentaire, c'est à peu près 8000 produits du terroir. Et d'avoir tous ces petits agriculteurs derrière nous, parce que c'est un peu notre mission d'être, je dirais, en toute modestie, les ambassadeurs de tout ce qui se fait de mieux au Québec. Alors, quand on leur met dans les mains les produits, puis on leur explique, parce que ce n'est pas nécessairement juste le produit qu'on explique, mais l'histoire de ces producteurs. Et ça, c'est tellement intéressant parce que ça nous fait encore plus apprécier ce qu'on consomme.
Oui, parce que exactement. Donc, et les oiseaux de proie et tout ça aussi, ben, on vient comprendre notre environnement. Donc, quand on fait des choses, quand on produit des choses, c'est comment on le fait. C'est pas nécessairement juste le produit, ce qui est déjà très intéressant, mais tout l'arrière-plan, puis comment qu'on le fait, puis comment qu'on le remet dans les mains du client, puis qu'on l'explique l'histoire. Je pense que c'est ça qu'on fait de mieux. Ouais. Mais c'est une histoire de famille aussi. C'est une histoire de famille, effectivement. C'est une histoire parce que c'était le rêve de mon père de partir de la ferme Guyon. Et on voulait... lui, c'est un passionné de plantes. Alors, on se ramène il y a quelques années, c'est notre 15e année, on se ramène un peu en arrière. Et c'est un passionné d'horticulture. J'avais pas, en toute modestie, pas cette passion des plantes-là. Je trouve ça très beau, mais là... D'avoir les mains dans la terre, là, comme ça. Ça, c'est autre chose. Et donc, il voulait un centre jardin, si on veut, qu'on voulait passer la journée. Donc, on avait... À l'époque, on lui donnait des cours, on lui donnait au niveau de l'horticulture, comment ça fonctionne, au niveau du potager. Donc, on faisait beaucoup de cours. Mais à un moment donné, on s'est dit, bien, ça prend autre chose. Parce que, justement, les premières années, la première année qu'on a commencé à avoir des ateliers, c'est parce qu'on donnait des cours sur comment on fait le lait, comment on fait le miel. Puis on s'est aperçu que les enfants étaient fascinés par le fait qu'une poule blanche fasse un œuf blanc, puis une poule brune fasse un œuf brun. Puis on s'est dit, il faut donner des cours. Et les ateliers commençaient vers 10 heures. Les groupes scolaires arrivaient vers 10 heures. Donc, ils passaient la première heure avec nous. Il y avait une autre heure avec contact directement avec les animaux. Puis, il manquait une autre activité. Il manquait une troisième activité parce qu'on voulait qu'ils passent la journée avec nous. Donc, on était en période de brainstorming, là, à peu près il y a 15 ans, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire l'après-midi avec les enfants. Et j'ai été très chanceux. Pendant qu'on cherchait, on dit, bon, est-ce qu'on fait d'autres courses, d'autres ateliers? Puis, il semble qu'il manque quelque chose. Et j'étais très chanceux. À l'époque, j'ai visité le jardin botanique. Il y avait une exposition de papillons. Mm-hmm. Et je suis rentré avec ma fille Marie-Frédéric. À l'époque, elle avait 8 ans. Maintenant, elle est beaucoup plus vieille. Je suis sûre qu'elle aime ça encore tout autant, par exemple. Elle est rentrée dans la volière du jardin botanique et tous les papillons sont venus sur elle. Elle m'a dit, papa, il faut avoir ça à la ferme. Je vais inviter mes amis tout l'été. Alors, c'est comme ça que c'est parti la papillonnerie. Et là, avec les 3 activités, donc le marché, le centre jardin, la partie éducative, ferme pédagogique, les autres poids, papillonnerie. Je pense qu'on est assez complet, mais on a d'autres projets. Ouais. C'est sûr que vous arrêterez pas là. Je vois ça, là, ça arrête pas de tourner, là. Oui, ben en fait, c'est drôle parce qu'on est vraiment placé près des champs. Et on a commencé à cultiver maintenant les champs. On fait du potager, on fait beaucoup de choses. On a aussi des champs fleuris. On cultive beaucoup de fleurs qu'on peut faire des bouquets avec. Donc, il y a d'autres choses qui s'en viennent bientôt. C'est que du côté de la ferme, vous avez quand même une belle variété de petits amis là-bas. Oui, on a beaucoup d'amis à Fort 4 pattes, à 2 sympathique. pattes. On a des mini-chèvres, on a des poules, évidemment, on a des vaches, on a des cochons. On a un peu tout ce qui est la basse-cour. C'était le rêve de votre père? Est-ce qu'il était fier? Est-ce qu'il est fier d'où ça s'est rendu? Oui, il est autant il est fier. Il est surpris. Moi aussi, je suis surpris parce que si on regarde le plan d'affaires à l'origine, c'était pas ça. C'était plus modeste, en guillemets. On a parti gros, on était chanceux parce que déjà, les gens nous disaient, ben c'est quoi la ferme, c'est quoi la ferme? Même après 15 ans, il faut encore expliquer qui on est. Et on a toujours cette passion-là d'expliquer tout ce qu'on fait, mais quand les gens me disent « Qu'est-ce que tu fais à la ferme? Qu'est-ce que vous faites? » Ben, je dis « Assis-toi, là, ça va prendre plusieurs minutes avant que je t'explique. » Une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure. Mais effectivement, il y avait une passion pour l'horticulture, mais ce qui m'a transmis un peu plus, c'est la passion du client. La passion de, quand on explique à un client d'où vient le produit, son histoire, l'origine de ça, il y a une fierté par rapport à ça. C'est pas un métier facile d'être fermier. C'est pas un métier facile d'agriculture. C'est un domaine très difficile. Il faut d'abord être passionné. Et déjà là, de produire, c'est déjà un challenge à mon français. Aussi, d'avoir le contact avec le client. C'est pas tout le monde, évidemment. Et ça, c'est un autre challenge parce que les grandes chaînes alimentaires n'ont pas nécessairement la place qu'on mérite d'avoir. Donc, nous, ici à la ferme, tous les produits, ce n'est que des produits du Québec au niveau de l'alimentaire et on est tous très fiers de les avoir. Ouais. La papillonnerie, comment ça fonctionne quand les jeunes arrivent là, par exemple? C'est quoi le déroulement? Bien, en fait, c'est fascinant parce qu'à la papillonnerie, vous allez voir, on rentre avec beaucoup de groupes scolaires, donc 150 groupes scolaires, donc ça, c'est organisé. Mais on peut venir en famille, évidemment, à la ferme. On a recréé dans une serre, on a recréé le climat tropical d'où ils viennent. Donc, ils viennent du Costa Rica, des Philippines. Donc, on a recréé cette ambiance-là et on met une musique très, 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 très douce et ça vient comme calmer, si on veut,
Ça vient très zen, c'est peut-être le mot que je cherche. C'est une bulle. Très zen. Oui, exactement. On est dans un autre monde complètement. On peut oublier qu'on est à 15 minutes de Montréal, en quelques secondes, dans une volière qui est, à mon avis, ce qu'on a de plus beau à la ferme. Ouais. Il y a combien de papillons? Savez-vous? On a actuellement 600 papillons. Wow! On a environ 300 à 600 tout le temps. Évidemment, les premiers arrivent de Costa Rica, après on a d'autres de Philippines. C'est pas nécessairement les mêmes. Donc, quand on arrive au début de saison, c'est pas nécessairement les mêmes papillons qui reviennent. Et là, on va avoir d'autres surprises aussi, parce qu'on dans les champs qu'on va cultiver à l'arrière, on va aussi avoir des monarques, on va aussi avoir des belles dames, donc des papillons du Québec qui s'en viennent, qu'on va pouvoir voir directement dans nos champs. Ouais. Là, je suis curieuse parce que je comprends. Ils arrivent de là-bas, c'est des gens qui vont les chercher, qui les Non, c'est plus simple que ça. On reçoit un colis. C'est livré à peu près en 48 heures du Costa Rica ou des Philippines. Et on reçoit des chrysalides. Donc, c'est pas des papillons encore. Chrysalides, c'est la chenille qui se transforme. Donc, c'est sa peau qui se transforme. Et c'est spectaculaire, juste la transformation. Donc, nous, on reçoit la chrysalide. On les installe un par un. On les pique directement dans la volière à papillons. Et là, il y a une éclosion après une semaine. Et c'est magnifique. Là. Le matin, on arrive, on a hâte d'ouvrir la papillonnerie pour voir quels sont nos nouveaux amis qui sont arrivés. Ouais. Et c'est fascinant, après 15 ans, il y a encore des gens qui nous posent des questions sur l'agriculture, parce que on dirait qu'on n'apprend plus ça à l'école. Et on reçoit toutes sortes de questions, et il n'y a pas de questions naïves, mais on prend le temps d'expliquer. Évidemment, les jeunes ne comprennent pas tout ce qu'on fait. Donc, tout le monde de l'agriculture sont surpris. Je me souviens, le premier cours qu'on a donné de l'histoire de la ferme, c'est à peu près une douzaine d'années, et il y avait, on a commencé à traire Marguerite. Et lui, il était juste devant moi, un petit bonhomme de 5-6 ans, et il regardait ça, sortir le lait, puis tout ça, puis il reculait. Il était fasciné par ça. Il regardait son ami, il regardait la vache, il regardait son ami. Il venait de comprendre que le lait, ça venait pas du dépanneur, ça venait de la vache. Donc, on a toujours fait ces ateliers avec beaucoup de plaisir. Ouais. Puis, de voir l'étonnement. Oui, absolument. Puis l'atelier le plus populaire qu'on a, c'est l'atelier sur le pain. Moi, je suis comptable de formation, je fais des pains carrés. Mais ils vont vous faire des poules, ils vont vous faire des vaches, ils vont vous faire des zèbres. Il y a une imagination, une créativité qui se fait à la ferme qu'on voit pas nulle part, non? Ça, ça garde jeune, hein? Je crois que ça nous permet de rester jeunes parce que, évidemment, comme je disais, c'est un métier qui n'est pas facile. On passe beaucoup de temps. Mais quand on voit cette passion-là, cette énergie-là que nos enfants nous amènent, c'est sûr qu'on n'a pas notre retraite tout de suite, ça, c'est certain. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? On nous souhaite d'autres idées parce qu'on se remet toujours en question. Hein. Après 15 ans, le projet qui est maintenant n'est pas ce qui était là 15 ans. Et ne sera pas Et dans ne 15 sera pas ça prochaines dans 15 ans années. non plus. On brainstorm tout le temps avec l'équipe, oui. Merci beaucoup de nous avoir Merci à reçus. vous, merci énormément, merci. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission de Zone Culture. On termine ça en bonne compagnie, des papillons partout. Madame la Tortue, et je vous dis merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Bye tout le monde. Je vais y aller à pas de tortue, moi aussi.